C'est une histoire dont on ne sort pas indemne, une tragédie humaine qui concerne tout le monde, au-delà de la couleur, noir et blanc, africain, américain et européen. Une histoire commune, douloureuse, souvent qui déchaîne les passions, mais rarement une telle histoire n'avait été traitée sous un tel angle, celui de l'économie. Cette histoire, c'est celle de l'esclavage. On parle de 50 millions d'hommes, de femmes, d'enfants, torturés, vendus, dégradés, humiliés, considérés comme des biens meubles sur plusieurs siècles et dont les stigmates, aujourd'hui encore, sont bien saillants. Lorsque des fusillades visent des Noirs, comme à Charleston, lorsqu'un policier abat un jeune enfant noir de 12 ans dans un parc qui jouait avec une arme factice dans un parc à Cleveland, ou qu'un jeune homme de 24 ans meurt lui aussi sous les contrôles des policiers à Beaumont-sur-Oise en France, ou lorsque près de 2/3 des pauvres au Brésil sont noirs, quand les statues de la honte continuent d'orner toujours de nombreuses villes françaises, ou alors, de façon plus prosaïque, quand en France, encore aujourd'hui, des femmes et des hommes subissent des vexations, des empêchements, du travail refusé, des logements impossibles, chaque fois on peut dire que l'humanité pèse de son poids mort, pour paraphraser Aimé Césaire. Et il est temps de s'interroger sur les racines du mal, comprendre pourquoi ce racisme envers les Noirs demeure si persistant. Et l'histoire de l'esclavage n'a pas commencé dans les champs de coton. C'est une tragédie beaucoup plus ancienne qui se joue depuis l'aube de l'humanité. Pour la première fois, une série documentaire en 4 épisodes retrace l'histoire des traites négrières du 7e au 19e siècle, récit d'un monde où les esclaves ont dessiné ses territoires, ses propres frontières, un monde où la violence, la domination et le profit ont imposé leur route. Bienvenue à tous, je suis ravie de vous recevoir pour cette émission exceptionnelle que j'ai l'honneur de présenter à l'occasion de la réalisation de ce documentaire « Les routes de l'esclavage », série documentaire par Daniel Cattier, Juan Gélias et la fantastique Fanny Glissant, coproduction Arte France, compagnie Phare et Balise. Pour faire cette émission, j'ai l'immense honneur de recevoir l'historienne, le monument de l'histoire africaine, Madame Catherine Cockry-Wydrowicz, céphaliste de l'Afrique, professeure émérite à l'Université Paris-Diderot. Madame Catherine Cockry-Wydrowicz, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée. Voilà. Donc vous avez été conseillère sur cette série, Les routes de l'esclavage, dont on vous découvrira quelques extraits tout au long de cette émission exceptionnelle sur Facebook. Donc j'en profite pour accueillir tous les auditeurs et les internautes. Voilà, ce sera retransmis sur la page de France 24 et sur la page de RFI. Bienvenue à tous. Cette émission, on la veut pédagogique avant tout, didactique. On essaiera de donner au mieux des clés de compréhension sur cette histoire terrible, douloureuse, compliquée. Ce n'est pas une histoire simple forcément à raconter. Nous n'avons pas l'ambition d'être exhaustifs, évidemment. On fera de notre mieux pour tous, pour apporter des clés. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi vous avez accepté de participer à un tel projet et pourquoi cet angle était si important pour vous? Très important parce que l'histoire de l'esclavage, des traites africaines en particulier et de l'esclavage, pendant longtemps, n'ont pas été enseignées, n'ont pas été connues et ont subi une espèce de tabou, de honte, de non-dit, et ceci de tous les côtés. Évidemment, les descendants des esclavagistes n'avaient pas envie de parler de ce genre de choses, mais ils avaient inculqué pendant des siècles aux esclaves l'idée qu'être esclave, c'était quelque chose de honteux, et par conséquent, les descendants des esclaves n'avaient pas non plus envie de parler de ce passé difficile. Et dans les sociétés africaines, c'était aussi quelque chose de très compliqué parce qu'il fallait comprendre que les sociétés africaines sont comme toutes les sociétés du monde, ce ne sont pas des sociétés homogènes. Il y a des privilégiés, des nantis, il y a des dépendants. Et les privilégiés, qui sont d'une toute petite minorité, ont pu abuser de leurs privilèges pour participer à ce qui était une économie, comme vous l'avez dit, de profit, qui a été pendant des siècles extrêmement profitable pour tous ceux qui se livraient à ce commerce.
Absolument. Et d'ailleurs, ce film met justement à plat cette histoire et sort de la dichotomie noire, surtout à l'époque en Afrique, noir, esclave, victime, d'une façon monolithique. Le continent serait une proie à prendre. Et les Blancs envahisseurs européens. Quelque chose de beaucoup plus complexe, évidemment. C'est dessiné à ce moment-là. Quelque chose de beaucoup plus complexe et, comme vous l'avez dit, qui s'est organisé depuis extrêmement longtemps. La traite, ce qu'on appelle la traite négrière, c'est-à-dire la traite des Noirs, c'est quelque chose, paradoxalement, de relativement récent dans l'histoire des traites. Il y a eu des traites depuis les débuts de l'humanité, on ne sait pas depuis quand, mais enfin, toutes les sociétés au démarrage ont connu l'esclavage parce que c'était des sociétés sans aucune technique, et donc la seule technique, le seul outil, c'était les bras des hommes et des femmes. Donc on achetait des outils, on s'emparait des outils, et ceci a existé dans toutes les sociétés, y compris dans les sociétés africaines, ni plus ni moins que dans les autres. Mais la quasi-totalité des esclaves pendant très longtemps, et ce jusque, disons, plus ou moins le 5e, 6e, 16e siècle de notre ère, étaient des esclaves venus plutôt du nord ou de l'est, et c'était donc des esclaves blancs. Le fait Absolument. Que les esclaves deviennent noirs est un phénomène, j'allais dire, relativement récent, à l'échelle de l'histoire, bien entendu. Il s'agit de plusieurs siècles, et c'est quelque chose qui s'est construit dans l'histoire très fortement et qui est devenu prédominant aujourd'hui. Absolument. Alors justement, on va, pour tenter de comprendre et défricher, on va dire, cette histoire, on va se servir de cette série documentaire en 4 épisodes. On va, pour cela, passer le premier épisode qui campe un peu le décor, histoire de comprendre de quoi on parle. Cette première partie, c'est 476 jusqu'à 1375. C'est intitulé « Au-delà du désert ». Là, on explique que l'histoire de l'esclavage n'a pas commencé dans les champs de coton, qu'il existe depuis 1000 ans et que ce documentaire propose de passer en revue donc toutes ces traites qui existent depuis 1000 ans. Je vous propose d'écouter et de regarder le premier extrait de ce documentaire afin de comprendre de quoi on parle. À partir du 7e siècle et pendant plus de 1000 ans, l'Afrique fut l'épicentre d'un trafic global. Nubiens, Peuls, Mandingues, Songhai, Soso, Akan, Yoruba, Ibo, Congo, Yao, Somalie, plus de 20 millions d'Africains ont été déportés, vendus et réduits en esclavage. Ce système criminel a façonné notre monde et notre histoire. L'ampleur de ce trafic est telle qu'il a longtemps été impossible d'en expliquer les mécanismes. Aujourd'hui, pour la première fois, nous allons remonter les routes de l'esclavage. Voilà, c'était le premier extrait de cette magnifique série documentaire donc, qui s'appelle Les routes de l'esclavage. Je rappelle qu'on est sur Facebook Live, RFI et France 24. On est ravis d'être là en compagnie de la grande historienne spécialiste de l'Afrique, Catherine Coqueret-Vidrovitch. Merci d'être avec nous pour cette émission exceptionnelle. Vraiment, on est ravis de vous avoir. Donc, j'en profite pour m'adresser à nos internautes. N'hésitez pas, cette émission, elle est faite et conçue pour vous. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à nous interpeller, à nous faire part de vos remarques, de votre sentiment, que vous ayez vu le documentaire ou pas, que vous ayez des questions sur vraiment cette partie de l'histoire qui est douloureuse et qui, finalement, suscite énormément de questions au-delà des débats que ça peut souvent susciter. Alors là, on vient de voir le premier extrait de ce documentaire qui part justement de la chute de Rome, de l'Empire romain, donc 476, et qui s'arrête à la fin du Moyen-Âge. D'abord, est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi cette date, pour les traites négrières, en quoi cette date de la chute de Rome de 476 est importante ?
Ben, il fallait bien commencer à un moment ou à un autre. On aurait pu commencer bien avant, puisque l'esclavage est quelque chose de très ancien. Mais en tous les cas, il y a un cas que l'on connaît bien de société esclavagiste, c'est le cas de l'Empire romain. Donc c'est un petit rappel pour signaler que, contrairement à ce que l'on croit quelquefois, la traite des esclaves n'a pas commencé, la traite des esclaves noirs n'a pas commencé avec l'islam, mais bien avant. Absolument. Et donc c'était seulement le problème, c'est qu'on a des sources écrites on ne les a qu'à partir du moment où les arabo-musulmans sont venus en Afrique du Nord et ont écrit et ont démontré qu'effectivement il commençait à y avoir un commerce qui s'emparait des Noirs du sud de l'Afrique occidentale. Et ceci, on le connaît par le premier accord qui était signé, le premier acte écrit, qui était signé entre des Égyptiens musulmans et les Nubiens qui se faisaient la guerre. Et pour arrêter de se faire la guerre, les Nubiens ont accordé aux Égyptiens à peu près 200 esclaves par an. Ça s'appelle le Bact, il date de la fin du 7e siècle. Et on le connaît par des auteurs au 9e siècle seulement. Et le Bact aurait été effectué jusqu'au XIVe siècle. Donc c'est la première fois, si vous voulez, qu'une puissance dominante s'empare d'esclaves, surtout noirs. Et ça va être le début, effectivement, de l'esclavage noir, qui n'est pas seulement l'esclavage noir à ce moment-là, parce que les Arabes habitant l'Afrique du Nord vont d'abord esclaviser des Berbères, et puis ensuite les Berbères vont se convertir à l'islam, et vont à leur tour aller chercher des esclaves plus au sud, et plus au sud, c'est-à-dire dans les grands royaumes qui se développent autour du Sénégal et du Niger et autour de l'or, vous avez aussi de l'esclavage. Donc tout ceci est très complexe et c'est un mélange entre le commerce de l'or, qui est très important depuis des temps très anciens, et le commerce des esclaves qui commence à traverser le Sahara à cette époque. Et justement, on aura une partie où on va pouvoir démêler cette partie du trafic de l'or, de savoir d'ailleurs qu'est-ce qui est antérieur à quoi par rapport aux esclaves, qu'est-ce qui a commencé, parce que l'un des intervenants, Elike Ambokolo d'ailleurs, qui est aussi historien, parle de cette partie-là, de savoir est-ce que l'or a entraîné l'esclave ou l'esclave, on ne sait pas trop, tellement les deux histoires sont imbriquées finalement. Absolument. L'argent et l'esclavage, c'est d'où l'intérêt d'ailleurs de ce film, et l'angle économique et du profit qui a toujours été finalement à la source de l'humanité, que faire le profit de l'un sur l'autre, l'utilisation de l'homme étant par l'homme, ça n'a pas été créé de façon très récente. Il faut se dire, c'est un peu difficile aujourd'hui, enfin c'est même très difficile de penser comment pensaient les gens d'autrefois. Et les gens d'autrefois, d'une façon générale, cherchaient à faire des profits avec ce qui était le plus rentable. Et ce qui était parmi les commerces internationaux les plus rentables, le commerce des esclaves l'était. Donc tous ceux qui voulaient faire des profits, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur couleur, quel que soit leur projet, voulaient participer à ce commerce parce que c'est une façon de faire du profit. Absolument. Et alors justement, on a parlé de l'esclavage arabo-musulman parce que ça, c'est aussi une partie de la polémique qu'on ne va pas épuiser aujourd'hui, hein, mais ne serait-ce que pour battre en brèche quelques idées reçues. Je vais vous les donner un peu en vrac. On dirait que, on entend dire ça et là, que l'esclavage des musulmans était, on va dire, plus doux, en tout cas moins grave, si je pouvais employer ce mot vraiment pas approprié, était moins grave donc que l'esclavage de la traite atlantique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? L'esclavage, n'importe comment, c'est une violence extraordinaire. Pour avoir des esclaves, on les a pris d'abord. Donc, il s'agit toujours de violence. Et les esclaves, contrairement à ce qu'on a pu dire, n'ont jamais, y compris quand on parle de l'esclavage domestique, où on se trompe un peu, les esclaves n'ont jamais été heureux d'être esclaves. C'est bien de le dire, absolument. Absolument. Oui. Donc, s'ils pouvaient échapper à leurs conditions, ils auraient bien voulu. Seulement, les structures de la société étaient telles dans ces temps anciens que ça n'était pas possible d'échapper
à sa condition. L'esclavage dans les pays arabo-musulmans a été d'abord d'une certaine façon très comparable à ce qui s'est passé aux Amériques, avec des très grandes plantations, en particulier en Mésopotamie. Mais il y a eu une révolte effroyable au IXe siècle. Il y avait tellement d'esclaves qui étaient venus d'un peu partout. Il y avait des esclaves blancs venus d'Europe du Nord, mais il y avait aussi des esclaves africains venus des côtes orientales, ce qu'on appelait les Andes. Ils devaient défoncer une couche de sel pour cultiver dans la Mésopotamie pour rendre la terre fertile. Ils se sont soulevés pendant une vingtaine d'années au IXe siècle. On parle d'une répression qui finalement aurait provoqué entre 500 000 et 1 million de morts, quelque chose d'absolument épouvantable, qui fait que probablement ça a dégoûté les propriétaires d'organiser des grandes plantations. Et donc l'esclavage a été surtout utilisé, c'est ça la différence justement avec l'esclavage occidental, une différence. Les esclaves ont été utilisés pour tous les travaux nécessaires, mais pas pour les plantations, pas pour les cultures. Tout ce qui était, alors on parle d'esclavage domestique, mais ça veut dire tout ce qui est nécessaire à la vie de la maison, de la cité, de l'État, les constructions, etc. Tous les travaux de force étaient faits par les esclaves. Donc, il y a eu énormément d'esclaves au statut, finalement, aux conditions aussi épouvantables que dans n'importe quel autre esclavage. D'accord, mais juste un petit point, parce que dans cette partie, il est aussi question de Soundiata Keïta, et je sais que effectivement, ça fait partie des images qui sont véhiculées en Afrique. D'ailleurs, si on a des internautes africains, maliens en particulier, qui nous regardent, je les invite très largement à intervenir et à réagir. Soundiata Keïta, l'image du roi, voilà, généreux, compatissant, qui aurait, voilà, dans cette vision qu'on a de l'esclavage, qui en tout cas ne serait pas, serait plutôt abolitionniste, on va dire, même si c'est avec des gros guillemets, que les autres. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Soundiata Keïta a rappelé quelque chose qui est fondamental dans toutes les rapts d'esclaves, c'est que l'esclave est un étranger, c'est quelqu'un d'une autre culture, c'est quelqu'un qui n'a pas la religion, qui n'a pas la culture, et ceci était vrai jusqu'à ce que la couleur se mette à intervenir. Donc, à l'époque, il était hors de question, comme il a toujours été d'ailleurs dans les royaumes africains qui ont pratiqué l'esclavage, dans les rois africains qui ont pratiqué l'esclavage, ces esclaves venaient d'ailleurs, et c'est-à-dire d'autres formations politiques. Et dans les États africains qui étaient très nombreux, vous aviez des gens qui se faisaient la guerre, des gens qui étaient en paix, comme dans tous les États du monde. Soundiata rappelait quelque chose de très important. Il n'est pas question de faire d'autres gens du Mali esclaves. D'ailleurs, c'est dans l'enseignement du Coran, il fallait conquérir des non-musulmans pour les faire esclaves. Donc il n'a pas interdit l'esclavage, il a interdit de mettre en esclavage les propres ressortissants de son pays, oui. Ce qui était... De l'Empire du Mali. De l'Empire du Mali. Absolument. Voilà. Et donc il y a une petite confusion qui se crée quelquefois. Il n'y avait pas de raison qu'il interdise quelque chose à l'étranger qui était pratiqué par tout le monde à l'époque. Enfin, par tout le monde, par tous les princes, tous les chefs. Tous ceux qui étaient en position de pouvoir. Voilà, tous ceux qui étaient en position de pouvoir. Absolument, et de domination. Et alors justement, on reste toujours au Mali parce que une autre figure de l'époque a marqué énormément et va être déterminant, notamment pour la clé de compréhension de ce qui va se passer après, c'est Kanka Moussa, ou Mansa Moussa, si on veut, l'homme africain le plus riche de tous les temps, on dit. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette figure emblématique de l'époque? Alors, il est très connu parce que son pèlerinage à la Mecque a été raconté pratiquement par des contemporains, des voyageurs arabes qui sont passés en particulier au Caire. Il y en a un qui est passé au Caire 2 ans après le passage de Kanka Moussa. Kanka Moussa a décidé de faire le pèlerinage, il s'est converti à l'islam, il est parti en pèlerinage jusqu'à la Mecque, il est resté 2 ans dans ces pays lointains. Il n'est pas parti tout seul, ils étaient plusieurs milliers, et d'ailleurs les descriptions le décrivent avec beaucoup de dromadaires, beaucoup de serviteurs et beaucoup d'esclaves.
également. Et beaucoup d'or, parce que c'était la zone, effectivement, qui produisait de l'or, qui recevait l'or du sud de cette partie d'Afrique pour l'envoyer vers le nord. Il a porté tellement d'or à la Mecque qu'il y a eu une dévaluation à cause des apports de Kankan Moussa. Oui, on dit qu'il aurait perdu 6 points le dirham. Connu dans le monde entier par un atlas qui a été donné au roi de France en 1375 et qui a appris aux Européens ce qui se passait en Méditerranée, parce que cet atlas venait des connaissances apportées par les arabo-musulmans. Il est dessiné sur l'atlas, sur un trône, avec un sceptre d'or, une couronne d'or et une inscription disant que c'est le roi le plus riche de tous les temps. Absolument. Et alors, on va passer à la deuxième partie. On accueille ceux qui viennent et qui nous rejoignent sur Facebook. On est ravis que vous soyez là. N'hésitez pas à intervenir, à nous donner votre sentiment et à poser vos questions. Je vous propose de passer à la deuxième partie. Donc, on est fin de l'esclavage, 1300, pardon, pas de l'esclavage, là, je vais trop vite dans le temps. Fin du Moyen-Âge. Donc 1375 vers 1620, et on va parler justement de cet or en question qui a attisé toutes les convoitises du monde. Pour tout l'or du monde, ça s'intitule comme ça, cette deuxième partie, à la fin du Moyen-Âge, lorsque l'Europe s'ouvre au monde et découvre finalement qu'elle est au banc de ce commerce extrêmement florissant et que à la périphérie de la zone de production de richesse de la planète, de la plus grande zone de production de la richesse de la planète, et c'est l'Afrique. Voilà, je vous propose d'écouter cette deuxième partie. Ce système criminel a façonné notre histoire et fondé les plus grands empires à travers le monde. À cette époque-là, il n'y avait pas de pétrole. Les esclaves étaient la force motrice de ces empires qui se mettaient en place. Au XIVe siècle, l'Europe s'ouvre au monde et découvre qu'elle se situe en marge de la plus importante zone d'échange de la planète. On a tendance à oublier que l'espace de production de richesse, c'est l'Afrique à ce moment-là. Cette carte, l'Atlas catalan, aiguise l'appétit de conquête des Européens. Carte des vents, l'Atlas guide les marins comme les voyageurs terrestres. Carte politique, il renseigne sur les forces en présence. Carte économique enfin, il indique les routes de commerce vers l'Afrique et ses ressources. Un petit royaume s'élance le premier à l'assaut des côtes africaines, le Portugal. Dans son sillage se dessine une nouvelle route de l'esclavage. Voilà, c'était la deuxième partie de cette série documentaire que je rappelle qui s'appelle Les routes de l'esclavage. On est donc sur Facebook Live, sur France 24 et RFI. On est ravis d'être à nouveau avec Catherine Kokri-Vidrovitch qui nous accompagne pendant toute cette émission. Merci d'être avec nous. Donc, on a tracé les deux premières parties pour l'instant. Donc, c'est assez, c'est assez dense, hein, comme on vous a dit. On va essayer de vous donner des clés de compréhension. On a quelques réactions des internautes qui interviennent, qui nous demandent de parler, par exemple, de l'esclavage moderne, notamment ce qui s'est passé en Libye. On va en parler évidemment dans cette émission parce que c'est inclus aussi dans le commentaire, dans le documentaire, dans cette série de documentaires. On a les fameuses images de CNN où on voit effectivement que l'esclavage n'est pas terminé, on va dire, même si l'abolition évidemment a eu lieu. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce plan-là et on en parlera évidemment dans cette émission. Nous avons des gens qui nous demandent, comment finalement, c'est une des questions qui revient mais qui est vraiment très importante finalement. Comment on peut expliquer que les esclaves se vendaient entre eux? Voilà. Comment, en gros, je pense que le téléspectateur voulait dire, ou l'auditeur, comment se fait-il que les Noirs se vendaient entre eux, finalement? C'est ça. Les Noirs se vendaient entre eux, les Blancs se vendaient entre eux. La couleur ne concernait pas, pendant très longtemps, et justement jusqu'au 7e, 8e siècle, la couleur n'intervenait pas
comme je l'ai dit tout à l'heure. C'était la culture. Aristote, pour les Grecs, avait dit « Tous ceux qui ne sont pas grecs, qui n'ont pas la culture grecque, ne sont bons qu'à être des esclaves. Ce sont les barbares. » Dans l'islam, c'était la même chose. Tous ceux qui n'avaient pas la culture musulmane, qui n'avaient pas la religion musulmane, n'étaient bons qu'à être esclaves. Et dans les sociétés africaines, comme je l'ai dit, c'était dans toutes les sociétés du monde, il y avait des nobles, des hommes d'affaires, en très petit nombre, mais qui avaient le pouvoir, et puis il y avait tous les autres. Et ce n'étaient pas les hommes d'affaires qui se vendaient entre eux, évidemment, mais les catégories sociales étaient différenciées. On allait chercher des étrangers qui étaient, disons, de basse caste. Donc les esclaves tout le monde n'était pas esclave, et de loin. Vous aviez des sociétés très différenciées. Donc ce n'est pas des esclaves qui vendaient des esclaves, c'est des êtres humains, des personnes libres et avantagées, qui vendaient des gens qui, au contraire, ne savaient pas se défendre. Donc il n'est pas question de se vendre. L'idée que les Noirs vendaient leurs frères est une idée qui n'est valable que quand être noir constitue une minorité dans un autre pays. Mais en Afrique, à l'époque, tout le monde était noir. Absolument. Donc ça ne voulait rien dire. C'est comme les Français et les Allemands qui se sont fait 3 guerres épouvantables. Qu'ils soient blancs ne touchaient absolument pas la question. Ils étaient ennemis. Absolument. Alors c'est tout à fait analogue. Il n'y a pas de différence. Et le fait de couleur a été introduit justement par l'esclavage. Le racisme de couleur a été introduit plus tard, à partir du moment où vous avez eu une tendance à dire que quand on est des Noirs, on était bon qu'à être esclave, mais c'était une vision de blanc, justement, c'était pas une vision d'Africain. Et que quand on était blanc, on ne devait plus être esclave. Ça, ce sont les Européens qui ont introduit cette notion-là, très fortement, et c'est seulement avec les Européens, c'est-à-dire seulement au XVIe et au XVIIe siècle, que l'identification entre être esclave et être noir a été faite, parce que pour les Européens, seuls les Noirs pouvaient être esclaves, et par contamination, tous les Noirs n'étaient bons qu'à être esclaves. Absolument. Mais ça apparaît au XVIe, XVIIe siècle, pas avant. Donc c'est récent dans l'histoire des traites si on peut dire, c'est plusieurs siècles, mais c'est relativement récent. Mais alors, dans ce point du film, on parle de l'or, évidemment, de l'importance de cette quête, et on sait que ça en a rendu fou plus d'un, notamment dans plein d'endroits du monde. Qu'est-ce que ça a représenté, et qu'est-ce qui a fait que, justement, on parle dans cet extrait en particulier de l'entrée donc des Européens et des Portugais, en l'occurrence. Qu'est-ce que ça représentait à cette période, l'entrée de l'Europe dans cette quête pour l'or et surtout des richesses africaines? L'Europe a toujours eu besoin d'or parce qu'il y a très peu d'or en Europe. Il y avait quelques mines, mais enfin pas grand-chose. Et l'or pouvait venir aussi de l'Est, de l'Oural ou d'ailleurs. Mais vous avez eu une interruption à la fois de l'or et des esclaves, avec l'expansion de l'Empire ottoman, la prise de Constantinople en 1453. Or, depuis 1375, les Portugais savent que l'or dont ils ont besoin, il y en a beaucoup en Afrique ou au sud du Sahara. Donc ils vont lancer des expéditions, d'abord pour chercher l'or. Mais quand ils commencent leurs expéditions à partir de 1405, 1410, jusqu'à la fin du XVe siècle, tout le long des côtes occidentales, ils vont chercher l'or et puis ils prennent aussi ce qu'ils peuvent prendre, et ils vont prendre des esclaves aussi. Et ils les amènent à Lisbonne. Parce que l'Amérique n'est pas encore découverte pour les Européens. Donc, au XVe siècle, les Portugais vont importer 150 000 probablement esclaves africains noirs à Lisbonne pour remplacer les esclaves qui ne viennent plus d'Europe de l'Est. Oui. Absolument. Et justement, dans cette partie, il y a aussi Sao Tomé et Principe qui commence. J'aimerais bien qu'on nous parle un peu de finalement ces laboratoires, sorte de laboratoire sur la traite négrière, la première mise en place, une sorte de colonie d'esclaves. Alors l'intensification très forte de la traite atlantique et des plantations s'est développée avec l'adoption de la canne à sucre.
La canne à sucre était orientale, elle venait d'Inde, il y avait des plantations en Égypte. Le sucre n'existait pas ou était quelque chose d'extrêmement cher en Europe parce qu'il venait de ces pays lointains. Les Portugais ont pris les cannes à sucre à travers la Méditerranée, ont essayé de l'adapter dans les îles de l'Atlantique. Et l'endroit idéal a été l'île de San Tomé, qui est climat équatorial humide, juste en face du Cameroun et du Gabon. Une terre, disons, parfaite pour cultiver la canne à sucre. La canne à sucre exige une énorme main-d'œuvre. Donc les Portugais sont allés acheter des esclaves sur les côtes africaines et les ont importés à San Tomé. Et à partir de la fin du XVe siècle, ils avaient organisé des plantations de canne à sucre avec 10 fois plus d'esclaves que de planteurs. Les planteurs de cette époque-là, d'ailleurs, comme les premiers Portugais qui étaient arrivés étaient de jeunes hommes blancs célibataires, ils ont acheté des esclaves noirs pour avoir une progéniture. Et à la première, deuxième, troisième génération, il s'agissait d'une population métisse, mais qui étaient tous dans la profession de ce commerce et qui s'appelaient donc tous portugais, quelle que soit leur couleur. C'est très intéressant à l'époque, ça disparaît ensuite, mais ils s'appellent portugais parce qu'ils parlent la langue portugaise et ils pratiquent le même métier. C'est un petit peu ce que deviendront c'est analogue aux Dioula d'Afrique de l'Ouest, qui étaient des commerçants qui sont devenus une espèce de population dite ethnique, mais à l'époque, ça voulait dire commerçant. Les Portugais, c'était la même chose, c'était une profession. Quelle que soit un peu la couleur. Mais ça, c'est très spécifique pour le 15e et le 16e siècle, et ça disparaît après. Ça disparaît après. Alors là, on va passer à la troisième partie. J'accueille aussi tous les internautes. Je vois que Emmanuel Sodji vient d'aimer cette page. On la remercie. On l'invite aussi à demander aux autres à partager le plus largement cette vidéo et cette émission. Là, on va passer à la troisième partie. Donc, on a le sucre dont on a parlé, donc du sucre et de la révolte, qui permet de parler des guerres que ça a engendré. Évidemment, le sucre est une drogue, tout le monde le sait. On n'a pas besoin d'être au XVe siècle pour le savoir. Passez devant une pâtisserie et vous saurez que le sucre aussi est une drogue, même à l'époque. Donc l'Atlantique devient le champ de bataille de la guerre du sucre. Les Français, les Hollandais, les Anglais, les Espagnols se disputent les Caraïbes. On est de 1620-1789 et tout le monde se bat donc pour cultiver ces champs de canne et ça va nous permettre aussi de parler de finalement l'esclavage, on va dire plus moderne, celle qu'on connaît, celle des livres, celle qui est plus vulgarisée, on va dire, celle des champs de coton et des champs de canne. D'accord ? On lance la troisième partie. Sur l'île de Sao Tomé, les Portugais ont inventé un modèle économique à la rentabilité inégalée, la plantation sucrière. Pour la première fois, on peut parler d'une colonie noire, une société esclavagiste. On va assister au mariage de l'homme noir et la canne à sucre. 16e siècle. Toute l'Europe cherche maintenant à les imiter. Une quête de profit qui va plonger tout un continent dans le chaos et la violence. Près de 13 millions d'Africains sont jetés sur les routes de l'esclavage vers le Nouveau Monde, où Anglais, Français, Espagnols et Hollandais espèrent devenir riches, immensément riches. Oui, alors merci de nous rejoindre sur France 24 pour cette émission exceptionnelle qui s'appelle Sur les routes de l'esclavage avec Catherine Cockry-Widrovich, historienne, spécialiste de l'Afrique, professeure émérite à Paris Diderot. Merci Catherine Widrovich d'être à nouveau avec nous et de rester Merci avec nous. de m'avoir invité. Voilà, pour cette émission exceptionnelle. Nous rejoint à ma gauche François Durper, spécialiste de l'histoire américaine des États-Unis. Merci François Durper d'être avec nous. Merci Fadimata de m'inviter. Voilà, donc on va pouvoir élargir un petit peu cette discussion et cette conversation. Nous étions sur cette troisième partie sur le sucre et la révolte que ça a entraîné. On a
parler un petit peu de Sao Tomé et Principe, qui a été, si vous voulez, l'exemple, malheureusement, le laboratoire d'essai, on va dire, de ces de ces plantations de sucre, et ce que ça représentait pour l'Europe, c'est-à-dire une véritable drogue, voilà, et tout le monde en voulait, et donc le sucre étant le commerce à l'époque qui commençait à démarrer, qui était florissant, et l'esclavage, c'est la main-d'œuvre, parce que le sucre réclame beaucoup de main-d'œuvre. Oui. Et à Sao Tomé, vous avez eu tous les phénomènes, tous les processus de la plantation d'esclaves, y compris les révoltes d'esclaves, les esclaves marrons, c'est-à-dire les esclaves qui se sauvent et qui organisent une communauté indépendante, qui ont eu un chef qui s'appelle Amador dès le XVIe siècle, une grande révolte va ravager les plantations de Sao Tomé, et l'économie sucrière est pratiquement détruite. Et à ce moment-là, les planteurs décident d'emmener leurs esclaves et leurs techniques au Brésil, qui vient d'être découvert en 1500. Et à partir de ce moment-là, du Brésil jusqu'aux Antilles, et le sucre va se développer énormément parce que la consommation de sucre devient gigantesque en Europe au XVIIIe siècle. Pratiquement la moitié des esclaves traités, comme on disait alors, c'est-à-dire amenés dans les Amériques, l'ont été au XVIIIe siècle à cause des plantations sucrières. Et à quel moment ils arrivent justement aux États-Unis ? Alors, les États-Unis, c'est plus tard, et c'est tout à fait intéressant, parce que ça n'est plus la canne à sucre. Enfin, ça a été dans les colonies britanniques avant la Révolution américaine. Il y a eu du tabac, il y a eu aussi de la canne à sucre. Mais finalement, les États-Unis vont s'adapter aux transformations de la Révolution industrielle britannique, fin 18e, et vont produire une matière première industrielle nécessaire pour les industries nouvelles occidentales, qui est le coton. Donc, les plantations de coton et l'esclavage aux États-Unis va se développer entre 1800 et 1865, par la guerre de sécession, la fin de l'esclavage aux États-Unis. C'est donc une partie de l'esclavage tout à fait différente, très violente aussi, extrêmement forte, un esclavage dur, mais un esclavage qui produit une matière première industrielle, c'est-à-dire un système esclavagiste qui est complètement lié à l'essor de l'économie occidentale moderne. Oui, absolument. Et il n'y a pas de contradiction. Il y a contradiction évidemment, mais pour les Britanniques de l'époque, il n'y a pas contradiction entre interdire l'esclavage dans leur colonie, interdire le commerce des esclaves pour eux-mêmes, mais aller acheter du coton produit par des esclaves dans un pays indépendant que sont devenus les États-Unis. Que sont devenus les États-Unis. Alors du coup, je me tourne vers François Durper, évidemment, pour lui qui est le spécialiste des États-Unis. Donc les Noirs esclaves qui arrivent aux États-Unis bouleversent complètement la création de cet État et va faire des États-Unis que l'on connaît maintenant, et que finalement, on se dit que malgré l'abolition, qui date de beaucoup plus tard, du 18 décembre 65 par Lincoln, cette histoire, elle n'est absolument pas ancienne finalement, elle est extrêmement moderne. Elle est pas ancienne, mais elle est quand même antérieure aux États-Unis, puisque là on parle des États-Unis, mais l'esclavage en Amérique du Nord, c'est d'abord l'esclavage dans les colonies britanniques, avant que le pays, 1776, la déclaration d'indépendance, ne devienne États-Unis. Donc quand on parle du poids de l'esclavage sur la société américaine, états-unienne aujourd'hui, il faut rappeler que cet esclavage est plus ancien que la création même de l'État-nation américain. Ça, c'est une première chose, inscrire dans le temps long cet esclavage qui a organisé la société américaine. C'est-à-dire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on regarde aujourd'hui les sociétés aux Amériques, ces sociétés-là ont été structurées pendant cette période, dans la relation entre les colons et les personnes qui étaient en situation d'être esclaves. Je prends un cas très très concret, très précis. À la Nouvelle-Orléans, la colonie de la Nouvelle-Orléans. Et c'est une colonie française. Les Français, par exemple, n'interdisaient pas les mariages
entre noir et blanc. C'était pas interdit, c'était pas quelque chose qui était recommandé, mais c'était pas interdit. Dès que la Nouvelle-Orléans est vendue aux Américains, devenus américains, première chose, ce sont les lois qui interdisent la mixité. Et on sait que c'est une société américaine qui va vivre dans le déni total de la mixité sur le plan juridique. Il s'agit pas, les Français n'estimaient pas que c'était très très bien de se marier entre noir et blanc, mais c'était pas interdit juridiquement. Vous voyez ce que ça produit, c'est que la société américaine jusqu'aux années 2000, dans le recensement américain, un monsieur, une dame qui a un papa blanc, une maman noire, ne pouvait pas l'inscrire. Obama, par exemple, ne pouvait pas inscrire noir et blanc parce que les métis n'existaient pas. Il a fallu des associations de parents pour dire mais notre histoire, il y a des métis, ils existent même si c'était interdit juridiquement. Et je vous rappelle que l'interdiction des mariages, l'interdiction d'interdire les mariages mixtes, c'est seulement 1967. C'est très très récent. Deuxième chose très intéressant, parce que ce qu'on a vu dans les parties précédentes, c'est que c'est valable aussi pour les États-Unis. C'est pas le noir qui fait l'esclave, c'est l'esclave qui fait le noir. C'est-à-dire que se crée une littérature qui justifie l'esclavage, et cette société, elle se racialise, mais pour des raisons économiques. Ça fonctionne, le pays fonctionne sur cette économie-là, donc on a besoin de reprendre une littérature qui construit l'idée qu'il y a des noirs et des blancs. Mais c'est pas antérieur à cela. On n'est pas noir parce qu'on est... On n'est pas esclave parce qu'on est noir, on est noir parce qu'on est esclave. Et ça, c'est important à dire aujourd'hui, parce que ce qui est très intéressant dans les routes de l'esclavage, c'est qu'on comprend bien qu'aujourd'hui, l'un des enjeux de cette histoire, c'est de la déracialiser. C'est-à-dire que si on racialise cette histoire, même de manière très positive, les blancs, les noirs, les blancs, les noirs, donc aujourd'hui, mais on est toujours dans le post-esclavagisme, on reste dans cette histoire qui a construit des différences en fonction de quelque chose qui fait partie de nous, mais qui est assez minoritaire, juste l'épiderme. Il y a aussi le cheveu, la forme des yeux, il y a plein de choses qui fait un être humain. Mais ça structure nos sociétés autour de cela. Ok, justement, on va parler avec cette dernière partie où on sera... Et on prendra les questions de ce qui se passe aujourd'hui. On reparlera des images de CNN et de l'esclavage, justement, de ces images modernes en Libye. On termine la dernière partie, c'est 1789-1888, les nouvelles frontières de l'esclavage. Cette dernière partie, donc, qui s'appelle Les routes de l'esclavage, de Daniel Cattier, Juan Gélias et Fanny Glissant, Arte France, compagnie Phare et Balise. Et je vous propose d'écouter la dernière partie. L'esclavage avait engendré la plus grande accumulation de richesses encore jamais vue à l'époque. En 1790, la traite négrière atteint son point culminant. Plus de 100 000 captifs sont déportés par an. Dans les d'oppression, y compris l'esclavage, il y a toujours des résistances, des tensions et des luttes. À l'aube du 19e siècle, la violence des négriers condamne la traite transatlantique. Désormais, l'Europe doit trouver un moyen de s'enrichir sans avoir recours à ce trafic devenu immoral. Dans les années qui suivent l'interdiction de la traite, les Européens poussaient les frontières de l'esclavage. Voilà, c'était la dernière partie, le dernier extrait de cette dernière partie de cette série documentaire en 4 épisodes, Les routes de l'esclavage. Je l'ai dit, produit par Phare et Balise pour Arte, diffusé sur Arte. On va prendre les questions des internautes. Moi, je suis ravie qu'ils interviennent, qu'ils soient avec nous. Restez, partagez cette vidéo. On l'a faite et conçue pour vous. On est ravis de faire ça pour vous. On a une question de Abdallah qui nous dit qu'est-ce qui explique le transfert de la plantation de canne à sucre au Brésil? Qu'est-ce qui fait qu'on passe, par exemple, de Sao Tomé et Principe au Brésil? Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une grande révolte des esclaves à Sao Tomé qui détruisent les plantations, et au même moment, les Portugais ont découvert
le Brésil, et ils vont s'installer au Brésil, ils vont emmener des esclaves au Brésil, et ils vont déménager, si je puis dire, les plantations, découvrant que ce qui marche à São Tomé, ça peut marcher en beaucoup plus vaste, évidemment, et en beaucoup plus développé au fur et à mesure que se développe également la consommation du sucre, parce que c'était le début en Occident, mais le sucre prend très bien, il y a une demande de plus en plus grande, par conséquent les plantations sont de plus en plus importantes, et du Brésil, elles vont ensuite déborder vers les îles, qui sont surtout des colonies néerlandaises, britanniques, françaises. Et donc, le sucre va être absolument inséparable de l'esclavage américain, disons, au sens large. Alors, une autre question de Soro Siontana, je suis désolée de d'écorcher son nom. Il demande quel rôle a joué l'Église catholique dans la traite négrière. Ah bien, l'Église catholique a été comme tous les pouvoirs de l'époque. Sauf exception, elle trouvait que c'était quelque chose de tout à fait normal, puisque les Noirs, avec la naissance du racisme, comme on vient d'expliquer, étaient considérés comme inférieurs aux Blancs. Et donc, il a fallu attendre le XVIIIe siècle avant que l'Église catholique... Alors évidemment, dès le XVIe siècle, vous avez eu vous avez eu une réflexion sur les Indiens. Oui, il y a eu Las Casas qui a dit l'esclavage c'est quelque chose de mal et qui ne voulait pas que les Indiens soient... On s'est posé la question, est-ce que les Indiens, est-ce que les Noirs ont une âme? On en a conclu, oui, ils ont une âme. Mais comme les Indiens mouraient comme des mouches, parce qu'ils ne supportaient pas du tout les maladies importées par les Européens ni les efforts demandés, on les a exemptés d'esclavage. Mais on n'a pas exempté les Noirs d'esclavage. Et au contraire, le code noir qui a été dicté par les Français, par Louis XIV et Colbert en 1685, l'article 1er du code dit que tous les esclaves doivent être baptisés. Donc, c'est exactement une position contraire à celle de l'islam. L'islam, on ne peut pas avoir des esclaves non musulmans, tandis que dans la religion catholique, les esclaves, il faut qu'ils soient catholiques. D'ailleurs, la religion catholique, elle est l'identité, elle est l'intégration pour ces esclaves. Le nom des esclaves, ils le doivent au baptême catholique. Il y avait, par exemple, c'est quelque chose qui est un petit peu qu'on traite à la périphérie, mais il y avait des Noirs en France métropolitaine, pas esclaves, mais qui étaient quand même dans une situation de dépendance. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas esclave juridiquement, parce qu'on ne pouvait pas être esclave juridiquement, mais quand vous n'avez pas de salaire, vous êtes quand même en état de servitude. Mais l'intégration, il le faisait par... cette possibilité d'avoir ce nom et de se marier. Il y avait même au XVIIIe siècle des mariages entre noirs et blancs dans la France du XVIIIe siècle. C'était pas massif, c'était pas un mouvement massif, mais c'était très minoritaire, mais ça existait. Ce qui montrait, on parlait des États-Unis tout à l'heure. Alors ça se faisait, et d'ailleurs ça se faisait évidemment entre personnes de la même condition, entre serviteurs noirs et serviteurs blancs. Oui, on restait dans la même. Pour réaliser que l'esclavage était un mal. Et comme nous le jugeons évidemment aujourd'hui, crime contre l'humanité, il a fallu qu'il y ait un retournement de l'opinion occidentale qui fasse comprendre, pour toute une série de raisons différentes, qu'il y avait d'autres moyens de faire fortune que de faire la traite des Noirs. Oui. Et le grand adjuvant a été la progression de la révolution industrielle tout au long du 19e siècle. L'invention des ouvriers, finalement. Est-ce que les ouvriers, quand on passe de... Oui, c'est un autre système économique, comme je l'ai dit, qui pouvait très bien s'adapter aussi à l'esclavage, puisque le coton américain était produit par l'esclavage pendant longtemps, dans le cadre de la révolution industrielle. Mais néanmoins, il y a une transformation économique et sociale qui fait que... on va se rendre compte, effectivement, c'est
c'est un peu dur à dire, que l'esclavage et la traite, c'est immoral à partir du moment où on n'en a plus besoin pour faire du profit. Faire plus ça. Je simplifie un peu, Oui, mais c'est un peu absolument. ça. Oui, d'accord. Oui, alors certains ont quand même un petit peu anticipé. Et puisqu'on parle de l'Église catholique, il faut penser par exemple à l'abbé Grégoire, qui s'est battu et qui était esclavagé. Mais dans l'histoire de cette abolition, pensez qu'on a l'abbé Grégoire, mais c'est quand même tard, c'est la fin du XVIIIe siècle. Oui. Et donc l'Église catholique a mis du temps à prendre position. L'abolitionnisme, enfin, cette politique anti-esclavagiste, elle va prendre forme dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, grâce surtout à l'influence de ce qu'on appelait le siècle de Lumière, les philosophes qui sont très anti-esclavagistes. Absolument. Et pour parler justement d'aujourd'hui, de l'esclavage moderne, j'ai une question de Chelib Saïd qui nous demande comment on peut expliquer que finalement ça ait perduré l'esclavage au Moyen-Orient et en Mauritanie en particulier. Comment on explique que ça ait perduré aussi longtemps? Mais c'est difficile à expliquer, mais c'est aussi le fait qu'il s'agissait de sociétés où la société était répartie en castes, un peu comme on ne parle pas de castes sauf en Inde, mais en fait c'était des castes. Il y avait la catégorie des aristocrates, la catégorie des gens libres, la catégorie des travailleurs manuels qu'on considérait comme castés, justement, un terme très utilisé en Afrique occidentale, et puis tout en bas, la catégorie des esclaves. Et donc ce statut se transmettait par le sang. C'est-à-dire que les descendants de castés gardaient la même caste. Et ça, c'est resté encore très profondément inscrit. Alors, bien entendu, c'est illégal, mais entre la légalité d'un statut puis la pensée de connaître ses ancêtres, qui est très très importante dans beaucoup de ces sociétés, en particulier les sociétés africaines. Or, l'esclave était arraché à ses ancêtres puisqu'il était déraciné, justement. Il n'avait plus d'ancêtres, ses descendants n'avaient plus d'ancêtres non plus, et ceci jusqu'à la nuit des temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, on connaît par le nom, souvent, si quelqu'un est d'ascendance noble, d'ascendance libre ou d'ascendance esclave. Absolument. Et ça, ce sont des pressions sociales et morales qui sont très difficiles à déraciner. Très difficiles à déraciner. Alors justement, pour conclure là-dessus, parlons un petit peu du travail de mémoire. J'ai ramené avec moi un livre que je recommande donc aux francophones qui est là, donc Ta-Nehisi Coates, qui est un Américain, qui sera parle à Paris bientôt. Ouais, super. Donc qui est traduit en français à la évidemment. Rentrée, parce qu'il publie un ouvrage chez Présence africaine et il sera. Suivez bien à la rentrée. Suivez bien. Octobre, je crois, de mémoire, vous pourrez le voir. Voilà, donc formidable, qui explique justement l'importance du corps noir. Il dit, il écrit dans cette lettre à son fils, « Voilà s'il faut que tu saches, en Amérique, la destruction du corps noir est une tradition, un héritage. Je ne voudrais pas que tu couches dans un rêve. Je voudrais que tu sois un citoyen de ce monde beau et terrible à la fois, un citoyen conscient. J'ai décidé de ne rien te cacher. » Donc c'est pour dire à quel point le devoir de mémoire, le travail de mémoire, aux États-Unis en particulier et dans le monde entier, est extrêmement primordial. François Durper. Oui, d'abord parce que, comme le dit Fanny Glissant, quand elle parle des routes de l'esclavage, elle dit « Nous sommes tous les héritiers de ces systèmes de domination. Nous sommes tous les héritiers de ce système de domination. Mais nous sommes tous les héritiers, ça ne veut pas dire que notre mémoire, elle est identique, ni que notre mémoire même est commune. En revanche, ça peut être partagé. Moi, j'ai été frappé, par exemple, quand je suis allé pour la première fois à Gorée, j'y étais avec des amis antillais. Et ils ont été effrayés déjà par le petit... Vous savez, il y a un écriteau, c'est gratuit pour les... vous pouvez rentrer pour les personnes qui sont de Gorée ou qui sont sénégalais, enfin les Africains. Ils se sont dit, alors nous qui avons été déportés, pour nous, on doit payer, et les autres, ce qui montre bien qu'en Afrique, vous avez une mémoire de l'esclavage, c'est-à-dire on nous a arraché nos forces vives, on a une autre mémoire chez les déportés, on a une autre mémoire en Europe, on a des mémoires différentes, mais des mémoires qu'on peut partager. Ce qui est important, c'est de se dire aussi que, vous vous rappelez des propos de Kanye West il y a peu de temps, qu'un rappeur, n'écoutez pas, c'est pas la peine, il y a bien mieux, mais les esclaves, ils devaient être contents de leur sort,
l'histoire parce qu'ils ne se sont pas révoltés. Oui, ça ressemble à un bien choix. sûr qu'ils se sont révoltés. Les esclaves. Vous vous Alors, rappelez- je voulais répondre aussi à un interlocuteur qui posait une très bonne question. Oui. Mais les recherches des historiens sur l'histoire de l'esclavage et des traites atlantiques en particulier, ce sont des recherches qui sont nées dans tous les pays à peu près en même temps. En 2001, c'est le congrès africain des historiens africains à Bamako qui a lancé pour la première fois le thème. C'était l'année où la loi Taubira en France a lancé le thème en France. Et en 2003, une loi exigeant l'enseignement de la traite et de l'esclavage dans les écoles a été lancée en 2003. C'est-à-dire que c'est parti partout ailleurs. Et il y a toute une série d'historiens africains d'Afrique qui travaillent nous travaillons tous ensemble maintenant. Oui, et puis de grandes valeurs. J'en profite juste pour dire que vous avez quand même dirigé de nombreuses thèses de chercheurs et d'intellectuels et d'historiens africains aujourd'hui, dont Achille Mbembe d'ailleurs, que j'ai déjà reçu dans cette émission sur France 24. Donc on fait la part belle évidemment aux chercheurs africains. Ça, c'est une évidence. Hein. Et Ibrahim Atioub qui a lancé l'étude de l'histoire de l'esclavage chez des historiens africains. Absolument. Et qui intervient dans cette série de commentaires. Oui, et ces historiens africains interviennent comme les autres, justement, dans la série. Absolument, dans la série. C'est tout à fait international. Tout à fait international, oui, absolument. Parce que l'un des enjeux, c'est évidemment aussi d'enseigner cette histoire. Oui. On sait que dans la loi Taubira, c'est inscrit. La loi Taubira, on a beaucoup mis en avant l'idée de crime contre l'humanité, mais il y a toute une dimension recherche, Catherine connaît bien, puis une dimension enseignement, qui fait que maintenant, dans les manuels scolaires, c'est inscrit et les professeurs font cet enseignement. Maintenant, il faut un peu de temps, évidemment, pour que la formation se fasse, etc. Parce que c'est cet enjeu-là, je me rappelle par exemple des premiers mots de Lilian Thuram dans son ouvrage Les Étoiles Noires, en disant, mais moi, quand j'étais petit, première fois que je vois un noir dans un manuel scolaire, c'était un esclave. Donc ça veut dire qu'il faut enseigner cette histoire. Il ne faut pas non plus enseigner que cette histoire. Il faut aussi se désenclaver parce que vous imaginez, vous vous structurez quand vous êtes blanc avec Jeanne d'Arc et avec que des héros, et vous vous structurez quand vous êtes un petit noir français ou un petit noir d'un autre pays en disant le premier homme noir de l'histoire est un esclave. Ouais. Ça, il faut rétablir l'histoire et il faut enseigner l'histoire de l'Afrique dans son intégralité. Et pour ce qui est de la résistance, il y a de grandes figures. On citait Amador tout à l'heure avec Sao Tomé. Mais il faut dire que les historiens montrent que les grandes résistances, le marronnage par exemple, c'est pas 80% le marronnage, ça dépend des territoires, mais c'est minoritaire. En revanche, l'histoire de grands héros forcément et de grandes résistances, même si on met ça en avant, c'est l'histoire aussi de petite résilience. De petite résilience. Et c'est l'histoire aussi, là je vais peut-être avoir un propos qui va choquer, on disait tout à l'heure, aucun esclave était heureux d'être esclave, mais les esclaves étaient heureux. C'est-à-dire que c'était des êtres humains. Vous imaginez, pendant plusieurs siècles, ils n'ont pas traversé leur humanité en se disant matin, midi et soir qu'ils n'étaient qu'esclaves. Il y a dans ces moments-là, je suis en train d'écrire une histoire mondiale du bonheur, où justement il y a une partie, on n'oublie pas les esclaves. Parce qu'il y a des formes de résilience, pourquoi c'est pas minoritaire ce que je dis? Parce que ça a produit les formes culturelles qui aujourd'hui sont pas minoritaires mais qui dominent le monde. Du blues, du jazz, etc. Absolument, qui ont fourni et continué à exister. Donc c'est une très belle conclusion, hein, François Durper. Merci beaucoup. J'en profite pour remercier les internautes évidemment qui étaient là. Merci Catherine Kokry-Vidrovitch d'avoir été avec nous sur cette émission exceptionnelle. Merci à François Durper. J'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont aidé à fabriquer cette émission. Charlotte Wang, merci Charlotte qui était là derrière. Merci à Lydia Verroyer. Merci à Yann Bourdelas qui était aux manettes ce soir. Ce que j'ai dit ce soir, on est 13h, cet après-midi. On les voit jamais en fait ceux qui font l'émission. C'est absolument. Dommage, hein. Sinatou Saka qui a aidé à la modération sur le groupe Facebook. Je remercie tout le monde d'avoir bien voulu accorder du temps et ceux qui sont venus regarder cette émission. J'espère
J'espère que vous la partagerez et que ça suscitera beaucoup de questions autour de vous. Sachez qu'il y a un livre écrit par Catherine Kokry-Bidrovitch qui est véritablement une suite, quelque chose de différent, de complémentaire de la série documentaire que vous pouvez vous procurer. Et évidemment, le film est aussi disponible en DVD ou ce que vous voulez. Partagez-le autour de vous, posez-vous des questions et puis interpellez-nous, n'hésitez pas, la page sera encore active donc vous pourrez nous interpeller et le passer au plus grand nombre. Merci à tous.